Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors je sais que certains me voudront de ne pas avoir choisi ce matin de débriefer Chelsea-Bayern. Je l'avais en double écran, j'en ai vu l'essentiel, et notamment cette énorme performance d'Alphonso Davies, mais voilà, pas de manière assez approfondie pour en faire une vidéo à mes yeux assez complète et assez sérieuse. J'avais choisi dès le départ de focaliser mon attention plutôt sur Naples-Barça. Au fur et à mesure, je suis resté sur ce choix et donc c'est ce match qu'on va étudier aujourd'hui. Alors moins spectaculaire sans doute que Chelsea-Bayern, mais au moins aussi fascinant à mes yeux. Il y a des choses à en dire. Pourquoi le Barça déçoit? Naples doit-il avoir des regrets? À quoi ressemblera la suite? Alors un petit point compo avant de démarrer, Quique Setien avait choisi de faire confiance à Arturo Vidal sur le flanc droit, c'était peut-être la surprise majeure. A souligné aussi la présence de Samuel Umtiti, préféré à Clément Lenglet, et alors que certains médias annonçaient une forme de 4-4 de losange, on a bien eu un 4-3-3 avec Messi dans l'axe, Griezmann à gauche et Vidal à droite, De Jong et Rakitic en relayeur. Je pense que c'est bien clair sur cette image. Du côté de Naples ensuite, même système, on avait parlé lundi du forfait de Kalidou Koulibaly, Maximovic a pris sa place aux côtés de Kostas Manolas, Deme, Zelinski, Fabian Ruiz dans l'entrejeu et un trident Insigne, Mertens, Caïron. Alors sans ballon, les ailiers reculaient d'un cran et on avait un 4-5-1, initialement en bloc médian comme on peut le voir ici, une ligne de 4 et une belle ligne de 5, assez compacte mais avec un peu d'espace tout de même. Ça n'a pas duré longtemps, un gros quart d'heure environ et puis Naples s'est retrouvé à défendre très bas, très serré. La différence entre la 5e minute de jeu et la 17e, c'est ça. Ce screen est vraiment assez magique parce que tu as 20 des 22 joueurs en visuel, il manque juste ici Piqué et Ter Stegen. Alors comment expliquer cette situation? Est-ce que c'est un rapport de force souhaité ou subi par Naples? Question importante. Je pencherais plutôt pour la seconde option, je pense que c'est plutôt subi. Quand tu vois ce premier quart d'heure qui a été effectué dans un bloc médian relativement agressif avec des sorties toniques sur le porteur, on va dire, soit Zelinski, soit Fabian Ruiz, plutôt les intérieurs et les ailiers qui serraient sur le côté. Bon voilà, il y avait cette intention initiale. Quand tu vois aussi Gattuso en conférence de presse qui dit que le Barça t'oblige à jouer comme ça, que c'était pas le plan qu'il avait préparé à la base, bon, ça te met sur la piste aussi. C'est aussi une physionomie qu'on peut imputer à la philosophie de Setien, évidemment. Alors à la fois, ces longues phases de circulation, 67% de possession, 797 passes à 91% de réussite, mais aussi ce pressing très haut, très agressif, qui permet de récupérer des ballons dans la moitié de terrain adverse, et qui mécaniquement te force à défendre beaucoup plus bas. Alors le Barça n'a pas réussi beaucoup de choses hier soir, mais s'il y en a une qu'ils ont bien fait, c'est le pressing. Que ce soit sur phase arrêtée, comme sur ce 6 mètres, superbe image où on notera quand même la volonté de Naples de s'en sortir sans allonger, ça durera pas toute la rencontre, ou que ce soit en avalant 15 mètres sur le temps de passe, comme ici via Griezmann, jusqu'au coup de sifflet final, il y a eu cette volonté de gêner la relance, et c'était bien fait. Alors Naples a réussi parfois à combiner en quelques touches, à s'en sortir, on a vu peut-être là quelques restes de l'époque Sarri, mais c'était plus l'exception que la règle. Et Gattuso a aussi dit en conférence de presse, justement, qu'il était déçu particulièrement de ces phases de possession. C'est vrai que quand on se souvient de ce qu'on a pu voir au São Paulo sur les dernières années, c'était pas là le Naples qui nous faisait rêver. Alors après, si le Barça a bien réussi son pressing et a étouffé effectivement son adversaire sur de longues phases, le Napoli, en revanche, a bien subi. Et pour ce qui était donc a priori pas le plan principal, c'était assez impressionnant. Bloc très bas, impénétrable, travail de compensation, de communication, beaucoup de courses et d'efforts, ceux qui aiment l'Atlético ont apprécié. Et j'en fais partie, je crois qu'il y a beaucoup de football légitime, je crois qu'il y a de la beauté à trouver un peu partout. Je suis juste un peu déçu de ne pas avoir vu davantage de courage en possession. Alors Naples a eu des occasions franches, c'est pas le problème, ils en ont même sans doute eu plus que le Barça, mais très peu de séquences de jeu de position abouties avec pourtant un trio Deme, Zelinski, Fabian Ruiz en 1-2, tu peux juger qu'il y avait la matière pour faire mieux. Alors Naples ouvre quand même le score, grosse erreur de Firpo qui profite à Zelinski, qui lui sert très bien Mertens et frappe superbe à l'entrée de la surface. 1-0 à la mi-temps et ça aurait presque pu faire 2 d'ailleurs, parce que Manolas gâche un beau service de Caïron, mais tu dis quand même que c'est assez bien payé pour un Naples qui a eu très peu d'ambition dans le jeu avec ballon, qui a surtout bien verrouillé et qui a profité d'un vrai cadeau de la défense du Barça. Le but de l'égalisation est par conséquent relativement logique, disons qu'il récompense en tout cas l'équipe la plus protagoniste. Et l'ouverture lumineuse de Busquets trouve Semedo, centre en retrait pour Griezmann, un partout. Alors Mario Rui, pas exemple de tout reproche,
ici, mais Giovanni Di Lorenzo peut être encore plus fautif, son alignement est mauvais et couvre Semedo. Après, je pense que le rôle de Busquets ne doit pas être sous-estimé pour autant quand on voit la densité de joueurs dans son périmètre et la pression qu'il encaisse. Réussir à trouver cet intervalle, c'est pas anodin. Alors de manière un peu contre-intuitive, cette égalisation va rebooster Naples qui aura toujours des phases basses mais entrecoupées de moments de pression, qui va essayer d'aller chercher le Barça plus haut et qui va justement en profiter pour se créer quelques très belles situations. Mais il n'y aura plus de but, score final 1 partout, plutôt avantageux pour le Barça donc qui va maintenant recevoir au Camp Nou, et ça pose forcément la question, est-ce qu'il était possible de faire mieux en faisant autrement ? Pour Naples, déjà, on serait tenté de répondre oui. Alors au-delà du manque de courage en possession que j'ai déjà évoqué, au-delà du fait d'avoir très peu exploité ce milieu de terrain qui est pourtant plutôt joueur, plutôt fin techniquement, ça aussi j'en ai déjà parlé, ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'à chaque fois que Naples a pressé haut, ou presque, ils ont eu des situations intéressantes à exploiter. On pense notamment à cette récupération qui va offrir un face-à-face raté par Milik, c'est pas loin d'être la plus grosse occasion du match et elle vient récompenser de l'initiative sans ballon. D'ailleurs, sur la fin de match, on en a vu davantage, peut-être plus sur la dernière demi-heure que sur la première heure de jeu. Et après l'égalisation, on était parfois plus proche du 2-1 que du 1-2, ce qui est assez parlant. Alors certes, le simple fait de mettre le ballon dans cette zone du terrain était pas évident, parce que le Barça pressait bien et a étouffé Naples en seconde aussi, mais l'entrée de Milik à l'heure de jeu a déjà commencé à inverser le rapport de force. Ça a permis à Naples d'allonger, de trouver des relais longs, et peut-être du coup que tu aurais pu adapter ton plan de jeu en conséquence, ou que tu aurais pu avoir celui-ci dès l'entame, à savoir chercher avant tout à mettre le ballon dans la moitié de terrain adverse pour presser haut. Voilà, on sait que quand le Barça souffre à l'extérieur, a fortiori en Ligue des Champions, où c'est souvent le cas, et c'est généralement dans des scénarios comme celui-ci où le Barça est dépassé sur le plan de l'intensité, où le Barça doit beaucoup jouer dans sa moitié de terrain, alors que hier, à bien des égards, ça ressemblait un peu plus à ce qu'on voit généralement au Camp Nou. Et donc c'est dommage pour Naples, parce qu'on n'a pas vu hier un Barça parfaitement imprenable, à l'inverse on a plutôt vu un Barça friable. Combien d'erreurs défensives individuelles, évidemment Firpo sur l'ouverture du score, mais que dire du duo Vidal-Piqué ici qui est totalement battu par un simple crochet intérieur. C'est une situation parmi d'autres où Barcelone a montré que s'ils étaient effectivement performants pour défendre en avançant dans le dernier tir adverse, c'était beaucoup plus compliqué dans leur propre moitié. Donc maintenant, justement, deuxième partie de cette deuxième partie, est-ce que le Barça lui aussi pouvait faire mieux en faisant autre chose ? Quand tu regardes la composition, ce qu'il y a sur le banc et que tu connais les blessés, pas facile, l'effectif est très court, mais c'est vrai que la titularisation de Rakitic est un point d'interrogation inévitable. Il a été terriblement neutre hier soir, toujours aussi peu vivace dans ses prises de balles, toujours ses orientations du corps moyennes qui ralentissent nécessairement le jeu. Quand tu affrontes un bloc bas, aussi bas et aussi retranché que celui de Naples hier soir, t'as besoin de mettre de la vitesse dans tes transmissions, t'as besoin d'avoir un peu de percussion au moins par la passe, et t'as besoin d'oser. Donc il sort à la 55e minute pour Arthur, ça change beaucoup de choses. Donc ça c'est un premier élément. On peut peut-être également parler du positionnement de Frenkie de Jong, très haut, voire trop haut. On sait que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au Barça, notamment pour compenser les très nombreux décrochages de Messi, c'est particulièrement visible ici par exemple. Et puis là, c'est Vidal qui s'en charge, et on est sur l'action du but, Messi est plus bas que Busquets. Voilà, c'est une conclusion évidente pour n'importe qui aurait vu la rencontre hier soir, et qui regarde le Barça de temps en temps, mais il y a encore trop de séquences de jeux de position stériles, et c'est un secteur dans lequel le Barça doit progresser. Après, c'est pas facile avec aussi peu de joueurs provocateurs. Hier, l'équipe termine avec seulement 17 dribbles tentés, même pas réussis, 17 dribbles tentés, dont 11 pour le seul Messi. Alors maintenant, quelle suite ? À la mi-temps de ce 8ème, ça sent quand même assez bon pour le Barça, qui aura donc marqué ce fameux but à l'extérieur, et qui est invaincu au Camp Nou cette saison. Que des victoires, à part 2 matchs nuls, c'était contre le Slavia Prague et le Real Madrid, mais à chaque fois 0-0, des scores qui qualifieraient le Barça dans 3 semaines. Il y a aussi cette stat assez folle, aucune défaite au Camp Nou en C1 depuis 2013. Comme j'ai dit sur Twitter, c'est une situation qui donnera nécessairement des regrets à Naples, qui avait la qualité pour faire mieux que simplement verrouiller en première mi-temps, et qui aurait pu profiter d'une défense catalane franchement friable pour aborder le retour différemment. Après, on dit ça, mais il y a plusieurs éléments qui font que rien n'est joué vraiment. Alors le carton stupide de Vidal d'abord, bien sûr, mais la suspension de Busquets aussi, qui va donner un mot de tête incroyable à Sétienne pour aller piocher dans un effectif déjà très limité, aller constituer un entrejeu digne de ce nom. Donc, première chose. La deuxième, c'est que si tu continues à faire autant d'erreurs derrière, t'as aucune garantie. À l'évidence,
Alors ça va donner un retour disputé, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, et voilà, les deux formations ont du travail devant elles, il y a des plans de jeu à adapter, j'ai hâte de voir, et j'ai hâte de voir ce qu'essaiera de faire Naples surtout. On passe au top, et c'est pas particulièrement évident de distinguer 3 joueurs au-dessus du lot hier soir, mais je dirais sans doute Busquets, malgré son jaune, malgré une grosse erreur qui aurait pu coûter cher aussi en seconde, perte de balle qui est à l'origine du face-à-face raté de Milik, il a été un des seuls à créer des déséquilibres. Et sans sa passe lumineuse à l'heure de jeu, le Barça n'aurait sans doute jamais trouvé l'ouverture dans le bloc napolitain. Si on devait récompenser un autre exploit individuel décisif, ce serait quand même la frappe magnifique de Mertens. Quand t'as peu de situations, il faut les exploiter, et là, il restait encore beaucoup à faire. Enfin, Ter Stegen a sorti 2 parades décisives en 5 minutes, et en l'absence d'une défense dans son dernier tiers performante, le Barça a pu au moins compter sur un grand gardien. Alors après, niveau flop, Ivan Rakitic, bien sûr, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Je dirais que particulièrement dans ce genre de rencontre, le Barça a besoin d'un relayeur tranchant, pas d'un régulateur médiocre. La bévue de Junior Firpo coûte cher, et elle est à l'image d'une prestation globalement décevante. Enfin, on aurait pu parler de beaucoup d'autres ici, mais le placement fautif de Giovanni Di Lorenzo qui couvre ses médos sur l'égalisation de Griezmann est sûrement la plus grosse erreur de Naples sur le plan défensif. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors pour ceux que ça intéresse, on se retrouve dès ce soir, ce sera sur la chaîne Twitch de Domingo, ce sera pour commenter, donc comme je vous l'avais expliqué lundi, pour commenter OL Juve, et puis on se retrouve le lendemain, donc demain matin, pour le débrief, là comme d'habitude. Donc si vous voulez pas rater tout ça, et la suite, notamment le 7ème épisode de retour, que j'ai déjà commencé à teaser sur Twitter, que j'ai déjà commencé à préparer un peu, et qui sortira samedi 10h, comme le veut la tradition désormais, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ce sera un grand plaisir de vous accueillir. En attendant maintenant, passez une très bonne journée, une excellente soirée de Ligue des Champions, ou non, et on se dit à très vite, bisous.